À la une, les sargasses dont les riverains ne supportent plus la présence à Pontaléry-au-Robert. Ce matin, ils ont manifesté avec les parents d'élèves du collège Robert III pour exhorter l'État à prendre des mesures d'urgence. L'odeur des sargasses d'un côté, la pollution de l'air de l'autre. La Martinique serait l'une des régions de France les plus saturées en particules fines selon la Commission européenne. En cause, les pots d'échappement, gaz industriel et brumes de sable. Une semaine pour faire le point sur la fin de vie en Martinique. Les assises des soins palliatifs se poursuivent jusqu'à samedi. L'occasion de voir comment être plus performant en la matière quand on sait que 2 patients sur 3 ne sont pas pris en charge. Enfin, ils ont été le coup de cœur du jury et ont remporté le titre de champion. Les élèves du lycée Léopold Bissol du Lamentin ont gagné aujourd'hui le concours des mini-entreprises avec un projet de pas de jardin en forme de Martinique, Guadeloupe et Guyane. Et notre invité, vous le voyez ce soir, est le metteur en scène et comédien José Alpha, avec qui nous parlerons de la semaine marinoise de la parole qui a déjà commencé et qui se termine donc ce week-end. Bonsoir à tous. Très heureuse de vous accompagner pour cette heure d'information. On part tout de suite au Robert où les riverains du quartier Pontaléry ont clamé leur ras-le-bol aujourd'hui. Accompagnés des parents d'élèves du collège Robert III, fermé depuis 2 jours, ils ont manifesté très tôt ce matin. S'en est suivi une réunion entre la mairie, le rectorat, l'agence régionale de santé et la préfecture. Objectif, trouver des solutions urgentes pour ce quartier, l'un des plus touchés par le phénomène des sargasses en Martinique. Laura Châtenay-Ribaudet. Des sargasses encore et encore que les équipes municipales ramassent sur la côte. Mario habite au quartier Pontaléry, l'odeur y est pestilentielle, sa famille se plaint de maux de ventre, il perd ses équipements électroménagers les uns après les autres. Pour lui, la mairie robertine fait ce qu'elle peut, mais l'État ne prend pas ses responsabilités. C'est pourquoi nous avons monté un collectif pour dire on en a marre et il y en a assez. Et là, on est prêt à aller plus loin jusqu'à ce qu'on nous entende. On sera même prêt à déposer des camions de sargasses, même au niveau de la préfecture, pour qu'ils puissent partager nos odeurs. Au même moment, au collège Robert III, les parents d'élèves et l'équipe éducative attendent des actions concrètes de l'État pour faire face aux sargasses qui pourrissent la vie de l'établissement. Le collège est fermé depuis 2 jours et les parents d'élèves sont remontés. Lundi dernier, par exemple, on a eu une centaine d'enfants passés à l'infirmerie, ce qu'on n'a jamais vu. Ce sont des chiffres là qui représentent peut-être un passage sur 6 mois. Là, aujourd'hui, on le fait en 1 journée. Donc c'est quand même préoccupant. Et on nous dit de ne pas nous inquiéter, tout va bien. Il est temps qu'on arrête de faire de belles paroles. Donc aujourd'hui, il faut agir. La préfecture annonce un soutien de 2 millions d'euros pour la création d'un chantier d'insertion autour de l'enlèvement des sargasses, mais aussi une aide aux communes pour équiper leurs agents chargés du ramassage. Je suis conscient qu'il y a des problèmes de santé qui se traduisent en fonction de chaque individu, comme dans n'importe quel cas. Il y a des gens qui sont plus sensibles que d'autres. Aujourd'hui, je sais ramasser les algues à terre. Donc il fallait donner les moyens aux collectivités pour les ramasser à terre. Et demain, peut-être que dès qu'on aura un moyen efficace en Martinique pour les ramasser en mer, ça sera la deuxième solution qui sera mise en œuvre. Côté sanitaire, l'agence régionale de santé se veut rassurante. Les taux de gaz nauséabonds dans l'air sont globalement bas, même si l'on ne connaît pas les risques en cas d'exposition prolongée. Pour elle, c'est aux communes de régler la question des algues. Nous demandons aux municipalités concernées de prendre des mesures pour permettre à la population qui le souhaite d'avoir une zone de repli où elle pourrait sortir des lieux où il y a évidemment cette accumulation d'algues et ces odeurs fortes. Et après, le problème est un problème de gestion de ces algues-là, d'enlèvement, etc. Et évidemment, ça n'est pas dans mon domaine, dans le domaine de l'ARS. Les parents d'élèves se réservent le droit de ne pas envoyer leurs enfants à l'école si la situation ne s'améliore pas. Mario et les riverains du quartier Pontaléry restent eux aussi sur le qui-vive. Et notez que les cours ne devraient reprendre que la semaine prochaine. Les enseignants, eux, seront à leur poste et les élèves de 3e iront tout de même en stage, comme prévu, c'est à noter. Autre phénomène qui irrite les voies respiratoires, la pollution de l'air. Selon la Commission européenne, la Martinique serait l'une des zones de France les plus chargées en particules fines. Hier, le député du centre, Alfred Marie-Jeanne, a interpellé le gouvernement sur la situation de notre île. Un problème que le ministère de l'écologie assure prendre à bras-le-corps avec un plan national de lutte contre la pollution de l'air. Une pollution imputable certes aux émissions de gaz industriels et au trafic routier, mais aggravée chez nous par les brumes de sable persistantes. Loïc Régis. À ma grande surprise, parmi les 10 zones dépassant les limites maximales journalières, il y a la Martinique. Le degré de pollution atteint souvent 10 sur une échelle de 10. Alfred Marie-Jeanne interpelle les députés et les ministres sur le sort de la Martinique.
Classée au même titre que les grandes villes comme Paris ou Marseille, parmi les 10 zones les plus polluées de France en matière de particules fines. Ces micro-éléments flottent dans l'air assez longtemps, ce qui augmente leur densité. Dans notre région, plusieurs facteurs sont responsables de cette pollution. De deux sources notamment. Une première qui est celle naturelle, qui sont les brumes de sable désertiques qui traversent l'Atlantique venant du Sahara notamment. Et puis une deuxième partie qui est également importante, liée à tout ce qui est émissions anthropiques, donc de l'être humain sur le territoire, à savoir que ça peut être d'origine industrielle ou évidemment automobile, qui est la plus grosse part pour la Martinique. La Commission européenne a la France dans le collimateur. L'instance a menacé les autorités de poursuite devant la Cour de justice européenne. Des mesures doivent être prises rapidement, en Martinique également. Tout un tas de séries d'actions censées améliorer la situation et notamment toutes les actions liées à la circulation. Bien entendu, des situations plus, j'allais dire, citoyennes comme le covoiturage ou comme la limitation des déplacements de manière générale. Certaines initiatives, comme ces véhicules électriques, sont au début de réponse à la problématique de la pollution. De nouvelles solutions sont attendues. Un appel d'offres a été lancé par le Conseil régional afin de valoriser le concept de véhicules propres. Un mot de justice en Guadeloupe. La garde à vue de l'ancien et de l'actuel directeur de la SEM-Samar s'est soldée par une audition ce matin. Jean-Paul Fischer et Marie-Paul Bellénus-Romana ont été entendus par un juge du pôle financier de Paris. Le rapport de la mission interministérielle d'inspection du logement social avait mis en lumière de nombreux dysfonctionnements dans leur gestion il y a 3 ans. Le parquet de Basse-Terre avait alors ouvert une enquête préliminaire. Et après plusieurs heures d'audition ce matin, ils ont tous deux été mis en examen pour prise illégale d'intérêt, favoritisme et détournement de fonds publics. Ils ont néanmoins été libérés sous contrôle judiciaire. Retour en Martinique où les services de l'État sont toujours sur les traces de Georges le crocodile. Ce matin à 8 h, une cage a été installée à l'embouchure de la Lézarde via l'hélicoptère de la gendarmerie pour tenter de le capturer. En attendant que le crocodile du Nil ne se laisse attraper, la préfecture a estimé que sa présence discrète pouvait cohabiter largement avec les activités nautiques de la zone. La vie a donc repris son cours à Morne-Cabri, mais la chasse au croco a-t-elle changé les choses? Élément de réponse avec Elodie Toto. Après 2 semaines de fermeture, ça y est, le centre nautique du Lamentin a réouvert. Et les planchistes sont au rendez-vous. C'était plus pareil, c'était un peu ennuyant parce que c'est resté fermé longtemps. Et donc du coup, on ne pouvait plus vraiment faire de la planche, on ne pouvait plus s'amuser, retrouver des amis. Donc quand ça a ouvert, c'était super, c'était vraiment cool. D'autant que le crocodile ne semble pas affoler les usagers du centre nautique. De toute façon, ça fait longtemps qu'il est là, donc si on devait le croiser, on l'aurait croisé. Donc, après, c'est vrai que ça fait peur de se dire qu'il y a un crocodile, mais il y a toujours plein de choses dans l'eau. Et... Si je le croise, je vais à pleine vitesse. Déjà samedi dernier, nous avons eu pratiquement 95% des enfants. Les autres qui ne sont pas venus, c'est parce qu'il y avait des communions. Mais là, je pense que je vais revoir tous les enfants qui sont inscrits. Jusqu'à présent, aucun parent ne nous a dit, c'est vrai, à part 2 parents qui nous ont dit qu'ils ne vont pas renvoyer les enfants tant qu'on n'aura pas attrapé Georges. Mais les autres parents sont sans inquiétude. Si aujourd'hui les cours affichent complet, ces 2 dernières semaines de fermeture ont généré près de 3 000 € de pertes pour le centre. Une perte que tous n'ont pas ressentie. Cet entraîneur en a profité pour découvrir un nouveau site. Donc le Caraïou nous a accepté sans problème pour pouvoir continuer notre préparation. C'est un spot qui est directement exposé au vent avec un peu plus de mer. Donc ça nous permet de naviguer dans d'autres conditions et d'autres situations. Ce dimanche, on y retourne naviguer en planche. Au mois d'août, 2 de ses élèves participeront au championnat de France. Il est l'homme qui a fait relâcher Thierry Doll et ses compagnons d'infortune. Jean-Marc Gadoulet, ancien colonel du service Action de la DGSE, les renseignements français, a été l'artisan de la libération du franciscain. De 2010 à 2013, il a rencontré 7 fois Abou Zeid, le chef d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, pour négocier le retour des otages en France. Une opération discrète et très dangereuse qu'il raconte dans un entretien au journal Le Parisien, publié aujourd'hui. Il précise également qu'aucune rançon n'aurait été versée aux ravisseurs à sa connaissance. Voilà une interview qui permet de mieux comprendre le retour de Thierry Doll parmi les siens.
Eux aussi devraient avoir un retour glorieux au pays. Les élèves du lycée Léopold Bissol du Lamentin ont tout gagné aujourd'hui. Coup de cœur du jury et grand vainqueur du concours national de mini-entreprise. Pour cette première participation martiniquaise, ils ont présenté une entreprise fabriquant des pas de jardin en béton fibré et en forme de Martinique, Guadeloupe ou Guyane. Une belle idée qu'ils iront ensuite défendre à Berlin pour la finale européenne en juillet. Le reportage de Thomas Delorme et Éric Dupuis. Ici c'est Paris. Vous avez plaisir d'être là? Oui, ça fait plaisir. Ils n'ont pas 20 ans, mais rêvent déjà grand. Sur les Champs-Élysées, l'ambiance est certes festive, mais les jeunes n'en demeurent pas moins concentrés, car ils sont venus pour gagner. On a fait 8000 km, on ne veut pas repartir les mains vides. Donc on se motive pour ça. Mon objectif, alors là, c'est de gagner et de garder ce qu'on a maintenant pour toujours. Ouais. Mais évidemment, ils ne sont pas les seuls à être de la partie. À Bercy, le lendemain, dans les locaux du ministère de l'économie, pas moins de 300 élèves présentent leur société. Les Martiniquais se retrouvent devant le jury, un peu intimidés. Because of the finances of the firm, we give a financial advice. Her turnover amounted to 614 euros this year. À la remise des prix, le verdict tombe. Et la récompense est pour la Martinique. C'est la mini. Les élèves ont du mal à y croire. L'association EPA, d'avoir fondé ce programme. Je n'ai pas de mots pour décrire ce que je ressens. Franchement, j'y croyais à moitié. Le parrain de l'entreprise qui les accompagne depuis le début pense déjà à la prochaine étape. On est vraiment content d'avoir remporté ce titre et pouvoir au mieux le défendre parce que là, on va représenter non seulement la Martinique, mais aussi la France, quoi. Donc c'est un vrai plaisir. Les jeunes vont pouvoir savourer leur victoire ce soir à Paris avant de rentrer vendredi en Martinique. Ils seront à Berlin fin juillet avec, on l'espère, le même dénouement. Du 28 au 31 juillet, on les félicite et on les encourage énormément. À chacun son défi, pendant que certains passent des concours à Paris, vous venez de le voir, d'autres ont en ligne de mire le baccalauréat. Bien avant que les épreuves générales ne commencent, il s'agit de passer des oraux. Pour les élèves inscrits en filière professionnelle, les matières n'ont rien d'une option. Aujourd'hui, le lycée professionnel de la Batelière, il s'agissait de briller à l'oral du bac pro vente. Les élèves ont dû défendre un projet face à un jury composé d'un enseignant et d'un professionnel. Écoutez ces quelques précisions recueillies par Elodie Toto. Ces formations, ce qu'elles ont d'intéressant, c'est que forcément, nous avons besoin de l'entreprise pour pouvoir valoriser et évaluer un certain nombre de compétences que nous ne pouvons pas évaluer en établissement. Nous sommes très complémentaires parce que le terrain, la vie du terrain n'a rien à voir avec la théorie, tout ce qu'ils voient en classe. Donc il y a, je pense, un bon complément à faire. C'est vraiment un soulagement de passer son bac avant les généraux. Et en quelque sorte, il a envolé ton stress parce que tu t'es dit que les générales n'ont pas encore passé leur bac, ils doivent en train de galérer, en train de réviser et tout, tandis que les professionnels, ils ont quasiment fini. Au chapitre santé, les assises des soins palliatifs ont commencé hier. Jusqu'à samedi, les professionnels de ce type de soins font le tour des hôpitaux et établissements de santé. Objectif, échanger sur la prise en charge des patients en fin de vie. Une prise en charge encore trop peu performante en Martinique, d'autant que les accompagnements de ceux qui tutoient la mort sont encore tabous. Ainsi, 2 personnes sur 3 qui nécessiteraient un soin palliatif n'en bénéficient pas. Le reportage de Volana Razafi Manansoa. À 87 ans, Aglaé approche de la fin de sa vie, un moment douloureux pour sa famille qui peut compter sur l'aide des membres de l'association Wouspel. Le réseau Wouspel nous a amené un très grand réconfort puisque nous a permis de trouver les mots que nous avions sous nos mots et nous permettre de faire ce qu'il faut faire au niveau des gestes et tout. Et puis nous expliquer vraiment ce qui se passe et puis faire des démarches pour nous. Tous les mardis, ce médecin et cette infirmière parcourent le sud pour aller à la rencontre des personnes en soins palliatifs. Les familles sont démunies. Il faut donc les soutenir, les accompagner, les aider moralement. Donc nous avons la psychologue du réseau, nous pouvons faire appel à la psychologue, nous pouvons faire appel à l'assistante sociale. Nous avons toute une équipe pluridisciplinaire et je crois que c'est très très important pour le maintien à domicile et permettre à la personne âgée de rentrer, terminer ses jours chez elle, à son domicile, avec sa famille. En plus d'apporter un soutien médical, cette équipe sait trouver les mots qu'il faut pour réconforter les patients et leurs familles en souffrance.
Cette angoisse de se voir partir, de se voir démuni de ses moyens, ça génère aussi de la souffrance. Ça demande effectivement une formation pour accompagner. Ce n'est pas n'importe qui va accompagner. Il y a des mots qu'il ne faut pas dire, il y a des gestes qu'il ne faut pas faire. Il y a un comportement qui doit être vraiment juste vis-à-vis du patient. Le personnel médical se trouve parfois désarmé face à la douleur des patients. L'organisation des premières assises des soins palliatifs en Martinique souhaite pallier ce manque de formation. Accompagnée d'une dizaine de confrères de Martinique et de l'Hexagone, l'association Wouspel visite les infrastructures hospitalières de l'île. Une initiative très bien accueillie au centre hospitalier du Marin. Les patients qui relèvent vraiment des soins palliatifs sont pris en charge, mais que ce soit au niveau des médecins et au niveau du personnel, on sent qu'on a besoin encore de s'améliorer, d'avoir des formations et d'être vraiment structuré pour améliorer vraiment cette prise en charge. Épauler le personnel de santé pour améliorer les soins, mais aussi mettre la lumière sur une souffrance taboue et cachée, c'est le travail de cette délégation des assises des soins palliatifs. Les malades ont droit aux justes soins, c'est-à-dire aux soins adaptés à leur situation. Et donc c'est important que les soins palliatifs qui sont encore fortement méconnus, tant de la population que des professionnels de santé, soient mieux mis en œuvre pour pouvoir répondre aux besoins de notre population. Chaque année, 2 personnes sur 3 ne bénéficieraient pas de soins adaptés pour lutter contre la douleur, soit plus de 1600 patients en Martinique. Un chiffre trop important que ces professionnels de santé souhaitent voir diminuer. Faciliter l'adaptation et la scolarisation des jeunes handicapés, telle était la préoccupation du corps enseignant cette semaine. Pendant 2 jours, un colloque sur la question s'est tenu à Saint-Joseph. Il rassemblait essentiellement des professeurs du premier degré, répondant à l'appel du syndicat national unitaire des instituteurs et professeurs des écoles. Près de 70 personnes y ont participé. Écoutez ces quelques réactions recueillies par Julien Goudichaud. Les enseignants sont en demande d'une formation, non pas une formation spécialisée, mais une formation pour véritablement être en capacité d'accueillir tous ces élèves et de leur donner l'enseignement auquel ils ont droit. Les enseignants, ils accueillent aujourd'hui, entre le premier et second degré, plus de 200 000 jeunes en situation de handicap dans les classes ordinaires. Donc maintenant, ce qu'ils demandent, c'est d'être accompagnés, reconnus dans cette fonction nouvelle qui est effectivement importante. Et ce que nous leur demandons surtout à ces enseignants, c'est d'enseigner au niveau des élèves qui sont en difficulté. Il faut quand même les enseigner, ne pas les mettre à l'écart, ne pas les mettre dans des institutions spécialisées parce que la loi nous demande de les inclure. Donc on les accueille, on leur fait faire des mathématiques à leur niveau, on leur fait faire du français, de l'histoire, du sport, etc. Tout ceci à leur niveau, tout ce que font les autres, mais adapté. Restez avec nous sur ATV dans un instant. On ira à Saint-Pierre où la restauration des ruines fait l'objet d'un chantier d'insertion depuis 3 ans pour une dizaine de personnes. Et puis Hubert Bornil nous emmènera ensuite à Fort-de-France pour se faire tirer le portrait par un vrai photographe. L'occasion de voir que le métier se porte à merveille malgré la banalisation du numérique. Mais avant, parlons culture avec Texto. Non, je ne parle pas de SMS. Il s'agit de la semaine marinoise de la parole. Cette année, elle est placée sous le signe du corps. On en discute avec notre invité. Bonsoir José Alpha. Bonsoir Fanny. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Vous êtes metteur en scène, comédien, on ne nous présente presque plus. Je parlerai dans un instant de la pièce que vous présentez pour ce festival. Mais d'abord, ce festival, il revient depuis plusieurs années. Il met en avant les arts de la parole. Est-ce que c'est important pour vous, pour la Martinique de manière générale, pour l'art en Martinique de manière générale, ce genre de rendez-vous? Absolument, parce que d'abord, regardez, moi je ne peux pas m'empêcher de parler sans avoir les mains qui me supportent, mais aussi le corps, mais aussi, bien entendu, les pensées qui vont animer ce corps. Moi je crois que l'option qu'a pris la municipalité du Marin de mettre en place ce festival est une bonne option. Elle participe justement au lien social, dans un premier temps, mais aussi et surtout, elle assure la promotion, mais elle valorise aussi la production locale. La production locale qui a évidemment, qui tend de se tourner vers l'extérieur, vers le plus grand auditoire possible. Donc Texto nous permet en effet de rencontrer le public martiniquais, de rencontrer les aficionados du théâtre, mais aussi le grand public, les jeunes aussi, c'est extrêmement important, qui depuis pas mal d'années aussi ont un langage à eux, un langage, bon, comme tu disais à l'instant, SMS, Texto, etc.
mais aussi surtout un langage synthétique qui va dans le sens justement des nouvelles technologies, par exemple. Et je crois que ce rendez-vous annuel est bienfaisant. Il est nécessaire et il permet aux artistes, en tout cas, de s'exprimer dans des conditions convenables. Il y aura de la poésie, de la musique, du théâtre, des conteurs, bien sûr. Quand on est sur une île comme nous, comment s'assurer que ces arts de l'oralité, parce on a une tradition de l'oralité, c'est vrai, comment s'assurer que ces arts-là évoluent et voyagent quand on est sur un espace petit comme le nôtre, isolé comme le nôtre? Alors moi, j'ai pour habitude de dire que la Martinique n'est pas le seul territoire sur lequel on peut évoluer. Il faut aller vers les Antilles, il faut aller vers la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane. Nous avons au moins cette proximité, peut-être moins pour la Guyane, mais en tout cas, nous partageons la même langue, le français. La francophonie est là, elle existe là. Et puis aussi, nous avons aussi l'héritage, en fait, l'héritage culturel qui nous caractérise. Bon, il y a un certain nombre d'éléments qui nous permettent de nous retrouver à travers le langage, comme je le disais à l'instant, mais le langage du corps aussi, la manière de s'exprimer, la manière d'être au monde, et surtout la manière de s'estimer aussi. C'est extrêmement important. C'est des choses qu'on peut partager avec nos voisins de la Caraïbe. Que nous pouvons partager avec déjà les francophones, mais aussi les Caribéens qui sont à proximité. Nous avons déjà joué à Trinidad, à Barbade, à Sainte-Lucie. En français? En créole. Alors, quelquefois, ça se passe en français donc, quand nous sommes invités par une université ou bien une alliance française, mais en général, par exemple, nous avons joué à Woodford Square, au Trafalgar Square de Trinidad, il y a de cela quelques années, ça s'est très bien passé. Et les gens comprennent, justement, aussi bien le langage vernaculaire, le créole que nous possédons, mais aussi l'expression corporelle qui va avec. Vous participez à ce festival avec votre compagnie Théâtre Larry. Demain, Elisabeth Lamenardi jouera Laisse tomber la neige à la salle audiovisuelle de la mairie du Marin à 19h30. C'est une pièce que vous avez mise en scène, que vous avez déjà jouée un peu partout en Martinique. Cette pièce qui a eu un succès quand même assez important en Martinique pour le moment, est-ce que vous vous attendiez à un tel succès pour ce texte de Pierrette Dupoyer? En fait, le choix que nous faisons de créer un spectacle, une pièce en tout cas, qui au départ, vous savez que la fonction du théâtre est d'abord la fonction sociale, mais aussi culturelle, mais aussi éminemment politique, puisque nous nous adressons à un peuple, à un public. Et donc, cette fonction, c'est une fonction miroir. Et donc, le théâtre permet aux gens, au public qui reçoit la pièce, par exemple, telle que celle que nous avons mise en scène, de retrouver et d'avoir un esprit critique par rapport aux événements qu'il a connus ou qu'il connaîtra. Par exemple, cette pièce m'a été inspirée fortement par une tragédie qui s'est déroulée en Martinique il y a quelque temps. Double tragédie, puisque dans un premier temps, il y a eu un premier acte, et puis il y a eu un deuxième acte qui a été lui-même condamné encore plus intensément. Eh bien, je crois que le public a besoin de comprendre quels sont les mécanismes qui se mettent en place pour qu'on arrive à de telles atrocités. C'est ce que permet le théâtre. Telle barbarie d'ailleurs, telle barbarie aussi. Et c'est ce que permet le théâtre. C'est-à-dire que vous avez devant vous la retranscription d'une réalité. Et donc, vous avez la possibilité de l'analyser et de la retrouver en vous-même, parce que tout le monde possède justement ce potentiel malsain quelque part au fond de lui-même, autant bienfaisant que autant condamnable. Mais le public se retrouve et se permet, en tout cas, dans l'obscurité ou alors dans la lumière, parce que nous jouons aussi de jour, avec le théâtre de rue, avec les contes, etc., de comprendre bien les mécanismes sociaux, les mécanismes humains. Tout ça, on le comprendra donc demain à 19h30 à la salle audiovisuelle de la mairie du Lamentin. C'est une pièce terrible. En tout cas, j'espère que alors, le directeur m'a demandé de vous dire qu'il faut réserver parce que c'est gratuit, mais les places sont limitées. Voilà. C'est noté. Merci beaucoup, José Alpha, d'avoir été avec nous ce soir. Merci. Voilà, merci. Puisqu'on est au Marin, voilà, qui nous mène tout droit au JT des communes. C'est parti.
Le JT des communes qui commence dans les ruines de Saint-Pierre, transformées en chantier d'insertion. Depuis 3 ans, une dizaine de personnes en marge du système scolaire ou en recherche d'emploi apprennent à restaurer les bâtisses et les ruines de la ville d'Arrêt d'Histoire. Au milieu de ces témoins de l'éruption de 1902, ils ont retrouvé le goût de l'effort et de l'apprentissage. Un bel exemple de persévérance que nous présente Océlia Cartes avec Laura Châtenay-Rivaudet. On l'imagine mal, mais cette femme sur son 31 arborait il y a quelques semaines encore un bleu de travail et maniait le marteau-piqueur. Une vraie découverte professionnelle. J'ai appris à faire du bâti ancien, de la plomberie, du carrelage, de la peinture, de la maçonnerie. Donc c'est riche. Moi, en tout cas, ça m'a beaucoup appris et la misope me sert de tremplin. Donc c'est super. 14 jeunes travaillent sur ce chantier de restauration de ruines et de vieilles bâtisses, nombreuses dans la ville d'Arrêt d'Histoire. Pour Cédric, réalisateur vidéo, cette formation est l'occasion de mieux connaître le patrimoine de sa commune. J'apprécie quand même le travail du bâti ancien parce que c'est notre patrimoine et moi aussi j'ai envie de sauver ça. Et on ne va pas laisser une autre personne venir. Donc si on peut nous former pour réussir à sauver ce patrimoine-là, je suis d'accord. Avec cette nouvelle corde à son arc, Cédric espère voir ses rêves se concrétiser. On a un projet justement avec Amisope de réaliser un film, un petit reportage sur ce qu'on fait et sur les différents monuments de Saint-Pierre, en racontant l'histoire et bon, je serai responsable du montage et de la réalisation de ce projet. L'insertion par l'activité professionnelle permet aux bénéficiaires de reprendre confiance en eux, une expérience qui enrichit aussi les formateurs. Les partenaires qui nous montrent les techniques qu'il faut adapter au mur et tout ça, et comment former les jeunes, parce que nous-mêmes aussi on nous forme en même temps sur la façon d'avoir les coups de truelle et tout ça, c'est pas les mêmes que si on faisait du ciment, du béton traditionnel, on dira. Épreuve que la formation porte ses fruits, 7 de ces 14 jeunes ont déjà trouvé un emploi. Attention aux coupures d'eau. Demain, de 9h à 17h, la zone du Larenti et l'habitation Larenti au Lamentin seront donc privées d'eau. De même à Saint-Pierre, quartier Morne-Orange et lotissement Saint-James dès ce soir, 21h et jusqu'à 5h demain matin en raison de la sécheresse. Et puis comme chaque jour, un œil sur la carte de l'EFS. Le camion de l'établissement français du sang sera stationné demain devant la pharmacie du bord de mer dans le centre-ville de Fort-de-France, au 98 rue Ernest Desproges, de 8h à 13h. Vous pouvez aussi vous rendre, comme chaque jour, à la Maison du Don, à la Ménard, de 9h à 16h. On termine ce journal avec un cliché que vous pouvez tout de suite oublier. Non, les photographes professionnels n'ont pas disparu à cause du numérique. André Maroni en est la preuve vivante. Photographe installé depuis longtemps au centre-ville de Fort-de-France, il démontre que le métier existe toujours et qu'il se porte à merveille. Hubert Bornil et Michelet François sont allés faire leur bouc. Regardez. C'est la période des premières communions. Aujourd'hui, je m'improvise photographe d'un jour. Mon modèle est un photographe professionnel. Alors, vous dire le stress que j'ai, mais aujourd'hui, il sera pris en photo pour l'éternité. Hein. Allez. Rassurez-vous, je me suis limité à la première prise, ayant vite compris que photographe est un vrai métier. Ce n'est pas seulement déclencher un flash. Voilà. On fait encore une autre. Comme André Maroni, ils sont une bonne vingtaine à s'être regroupés au sein d'un syndicat défendant la profession. Rappelez-vous, il y a quelques années de cela, ces photographes professionnels avaient craint pour leur survie. Avec l'arrivée des nouvelles techniques, depuis, ça va beaucoup mieux. Tous ceux qui avaient des appareils argentiques, pas les professionnels, hein, qui sont passés au numérique, font de plus mauvaises photos qu'avant. Parce que le numérique, c'est plus mathématique et il faut être derrière, quoi. Depuis 30 ans qu'il est dans le métier, André n'a jamais manqué de travail. Lorsqu'il ne fait pas les photos d'identité, il les sollicite pour d'autres événements, en première ligne les mariages et autres premières communions. Moi, je suis étonné. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'ai des clients qui viennent peut-être 1 mois, 2 mois à l'avance pour me dire que bon, ma fille, mon fils va faire sa communion, est-ce que vous serez à telle église? Ça existe toujours. Et quand j'arrive dans ces églises, comme par exemple la semaine dernière, j'étais dans une église où il y avait 166 enfants, eh bien, on a trouvé quand même des parents qui étaient venus avec leur portable et puis qui ne voulaient pas vraiment marquer le coup avec une bonne photo. Et après, il y en a qui m'appellent, qui me disent « Est-ce que vous avez photographié tous les enfants? Parce qu'on a fait des photos avec le portable, elles n'étaient pas terribles. » Et pour mieux défendre l'idée que le métier a de l'avenir, André nous explique que justement l'arrivée du numérique a permis d'améliorer les procédés
tout en réduisant les temps d'exécution. C'est une photo de cette famille, une photo qui a plus de 50 ans. Donc, et les enfants là, ils voulaient cette photo-là. Donc, j'ai supprimé tout le monde et j'ai récupéré la dame. Donc, je lui ai remis un bois, refaire les jambes et tout, pour avoir ça. De nos jours, reprendre une vieille photo de famille, c'est un jeu d'enfant. Après, c'est tout le talent qui fait la différence. Il faut recomposer tous les morceaux qui sont abîmés. Là, par exemple, il y a des parties qui ont disparu carrément, il faut les retrouver. Là, il y a plus de travail. C'est-à-dire que quand on le fait de recueillir, il ne fallait pas attendre 3 mois. On essaie de redresser la tête un tout petit peu. On va partir donc pour le shooting en Paris. Voilà, Hubert Bornil qui est devenu mannequin d'un jour. C'est la fin de votre édition locale et communale. Merci à tous de l'avoir suivi. Ne bougez pas, dans un instant, on reste tout près de vous avec Antche Pays. À tout de suite.